Bonjour, bienvenue. Merci à tous ceux qui sont et toutes celles qui sont en train d'arriver. Le talk s'appelle Nique pas ta mère. Le titre n'est pas de moi. Et j'espère que vous savez de quoi ça parle, parce que moi, je n'ai pas tout de suite compris. Alors, c'est peu dire que les Hauts-de-France représentent une grosse région pêchière, avec tout ce que ça veut dire comme économie pour la région. Et c'est peu dire que c'est compliqué pour le moment, pour de multiples raisons que nous développerons. Brexit, réglementation européenne, extinction des espèces, etc. etc. Mes trois invités, Nicolas Pourcheresse, qui est chef et poissonnier. On peut dire ça ? On peut tout dire. On peut tout dire. Ah bah, disons ça, alors. Christophe Machuel, qui est pêcheur à Dunkerque, et Anthony Vieira, qui est secrétaire général du comité des pêches de Hauts-de-France. C'était bien ça, hein? Ah, ça va, parce que tu as bougé, j'ai eu peur à un moment quand ça, je me suis dit, non, j'ai dit une bêtise. Alors, je vous fais un peu le pitch. Hein. C'est la catastrophe, mais comme chez Omnivore, on est un peu comme chez Disney, on aime bien les happy end et on aime bien parler solutions. Donc, on va vous faire un état des lieux qui est franchement pas folichon, mais on va aussi voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. C'est bon pour tout le monde? C'est bon pour vous? On peut. Bon pour moi. C'est bon pour toi. Parfait. C'est bon pour moi aussi. C'est bon pour toi. Allez, magnifique. C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. On commence par quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Déjà, en quoi les Hauts-de-France, c'est une région où la pêche est importante? Et économiquement parlant, qu'est-ce que ça représente? C'est une pêche, c'est une tradition en fait. Tu me disais que Dunkerque avait été créé. Dunkerque, c'est un hameau de pêcheurs à la base. C'est 4-5 pêcheurs qui ont mis des maisons au milieu de la dune et la ville a grandi autour de ça, quoi. Après, Boulogne, c'est pareil, Calais, c'est pareil. Enfin, mettez bien les micros. Ouais, c'est toutes les villes qui ont grandi par rapport à la pêche. Bon, après, se sont diversifiées, bien sûr. Mais à la base, l'âme de la ville, c'est la pêche. Tout le carnaval, etc. à Dunkerque. Il y a quelqu'un dans l'oreillette qui me dit contre le menton. Donc il va falloir que tu enfuisses ce micro dans ta barbe. Ouais. Ça va faire de l'ASMR barbe. Économiquement parlant, aujourd'hui, ça représente quoi la pêche dans cette région? Limite, elle est morte. On était 50 bateaux quand j'ai commencé la pêche il y a 30 ans. On doit être 10. On doit être 10 bateaux et on est rendu à aller pêcher au Havre, à aller pêcher au Danemark, on pêche partout. Avant, on sortait des jetés de Dunkerque, on pêchait. Une journée, c'était 8 heures de pêche. Maintenant, une journée de pêche, c'est une semaine. Et qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui? Il y a un peu de tout. On va dire, d'un côté, il y a le réchauffement climatique. Les espèces d'eau froide qu'on pêchait sont montées au Danemark et tout ça. Oui, ça, c'est assez intéressant. Toi, dans ton boulot, tu vois les effets du réchauffement climatique. C'est extrêmement clair. C'est clair, ouais. On ne voit plus les espèces qu'on pêchait avant. On voit des espèces qu'on ne voyait pas. On a vu des thons arriver à Dunkerque. Des thons, les poissons, hein, je précise. Désolé. On avait dit qu'on ne se moquait pas des locaux, même s'ils ont tous des doudounes sans manches. On ne se moque pas des locaux. On voit des poissons qu'on ne voyait pas auparavant. Et on a d'autres... Et des poissons que tu n'as pas le droit de pêcher. Ouais. Parce que ça, et on en vient aussi aux questions de réglementation. C'est le système de la réglementation européenne, en fait. Les technocrates européens ont décidé qu'ils devaient sectoriser les quartiers de pêche, les espèces. Comme ça, ceux qui sont censés pêcher, on va dire, je vais prendre mon exemple de la sole à Dunkerque depuis toujours, protègent leur sol, soi-disant. À part que tous les ans, on nous retire 10%, 20%, etc. Mais en fait, ils ne comprennent pas que cette sole, elle a bougé. Donc oui, ils nous protègent notre zone, mais ils nous imposent de pêcher que ça. Quand on veut se diversifier, on ne peut pas. Ouais, donc tu vois passer des trucs on voit passer, comme là, il y a des espèces du sud, on va dire les encornés, les rouges et barbés, on les voit passer. On n'a pas d'antériorité, on n'a pas de quota, donc on doit les rejeter. On rejette du poisson mort à la mer et on rentre avec 10 kilos de poisson. Alors qu'on pourrait rentrer avec une tonne de rouges et barbés ou d'encornés. D'un point de vue un peu plus méta, vu que tu gères, qu'est-ce que tu peux te dire, toi, j'allais dire du business, mais c'est un business de moins en moins rentable, de la pêche dans les Hauts-de-France? Juste pour expliquer en premier lieu, le comité des pêches, c'est une organisation de professionnels définie dans le code rural et de la pêche maritime, basée sur des élections syndicales qui ont lieu tous les 5 ans, qui mettent en place un conseil avec un président, des vice-présidents, et qui représentent donc l'ensemble de la pêche professionnelle des Hauts-de-France, de la frontière belge à la baie de Somme, que ce soit la pêche embarquée, les fileyeurs, les chalutiers, les coquillards,
mais également la pêche à pied. Tout ce qui est pêche des coques en baie de Somme, pêche des moules dans le Boulonnais, ou les végétaux marins, ou les vers, qui sont après revendus pour la pêche de loisirs. En termes de nombre de bateaux, effectivement, Dunkerque a bien souffert. On était au début des années 2000, je pense, à 40-50 bateaux. Et là, on n'est même pas, on n'a plus qu'une petite dizaine. La coopérative de Dunkerque, la criée de Dunkerque, a fermé il y a 2 ans. En termes pour la pêche embarquée, c'est le constat général sur tous les Hauts-de-France. On a perdu énormément de bateaux. On a perdu d'abord des chalutiers, après on a perdu des fileyeurs avec la raréfaction de la sole, qui était une espèce importante pour les fileyeurs de Boulogne, Calais, Dunkerque. Et donc, en l'espace d'un peu plus de 10 ans, on a dû passer de 190 bateaux à 115, répartis entre Dunkerque, Calais, Boulogne. Et les bateaux de baie de Somme, qui sont immatriculés dans le quartier maritime de Boulogne, mais sont basés au Tréport, en Normandie. En termes de tonnage, si on prend la criée la seule criée qui reste dans les Hauts-de-France, c'est la criée de Boulogne. On est à un peu moins de 30 000 tonnes débarquées, là aussi, mais le constat de diminution des débarquements, par contre, n'est pas spécifique aux Hauts-de-France. On va le retrouver de manière plus globale. Après, effectivement, je suis d'accord avec M. Machuel sur les questions de réglementation. On arrive en fait, la réglementation des pêches, c'est de la dentelle. C'est une des politiques communes les plus intégrées au niveau européen. L'essentiel se décide à Bruxelles. Après, si on prend de la réglementation supplémentaire, elle sera forcément plus contraignante que la réglementation européenne. Donc il y aura la réglementation nationale, la réglementation régionale. Le comité des pêches peut prendre aussi de la réglementation. Et en fait, on arrive... alors, là, il est évoqué le cas du rouget barbé ou de l'encorné, mais je trouve que le cas le plus criant là-dessus, c'est le bar. Il y a une petite dizaine d'années, la Commission a décidé de serrer la vis en fait, sur la ressource du bar. Ça a eu ses effets, ça a des effets, et clairement les captures ont diminué, donc la ressource revient. Mais par contre, pour réadapter en fait, l'effort de pêche à la ressource disponible, et bien là-dessus, la Commission a une approche de précaution assez jusqu'au boutiste. Donc, grosso modo, on a réduit les quotas parce que l'espèce était menacée. Voilà. Et puis quand la ressource qu'elle revient, ne l'est plus, les quotas n'ont pas été adaptés à la réalité. On ne les réaugmente pas. Et donc sur Dunkerque, moi j'ai de nombreux pêcheurs qui me contactent en me disant bon, il n'y a plus de sol, il n'y a plus de poissons plats. Par contre, il y a du bar, on en voit. Il me faudrait une licence bar, métier de l'hameçon, parce qu'à l'hameçon, c'est plus sélectif, on peut mieux valoriser et compagnie. Et on ne peut pas leur attribuer parce que les contingents sont atteints et que même si chaque année, les discussions au niveau des TAC et quotas se font chaque année au Conseil des ministres européens autour du 15 décembre. Donc là, on est en mai, dès le mois de juin, on va commencer à travailler sur les TAC et quotas de fin d'année. Et nous, on va faire remonter. Il y a du bar, il y a une demande, surtout avec le Brexit, là où des bateaux ont perdu des accès aux eaux britanniques. On leur dit c'est une possibilité de diversification vers une autre espèce. Et donc, on a fait une réunion vendredi et les scientifiques reconnaissent que les captures par unité d'effort, c'est-à-dire les rendements, augmentent. Mais il va falloir pouvoir faire changer la réglementation et c'est la politique des petits pas. Ce qui, effectivement, ne va pas dans le sens de la gestion d'une entreprise qui a besoin de visibilité et une visibilité dans l'année, pas une visibilité sur 10 ans. Enfin, si, il faut aussi une visibilité sur 10 ans, mais il y a besoin de réactivité. Et c'est souvent compliqué comme ça. Et je prends l'exemple du bar parce que c'est l'exemple qui nous concerne le plus ici, mais sur ce qui était évoqué sur le thon rouge. Alors le thon rouge, on en a débarqué, moi à Boulogne, il y a des photos où il débarquait du thon rouge dans les années 50. Après, ça s'est effondré, il y a eu des mesures de gestion qui ont été prises dans les années 2000, ça revient, on le voit remonter là dans le nord, on les empêche jusqu'au Danemark. Mais pareil, c'est très très réglementé, là c'est même pas Bruxelles, là c'est l'ICCAT, c'est un truc international. Et on n'a pas de quota, on n'a pas d'autorisation de pêche. Donc ils peuvent voir passer le thon rouge, mais ils ne peuvent pas le pêcher. Avant de voir pourquoi Nicolas a décidé de changer de vie et de devenir poissonnier, on peut dire ça. Oui, on peut dire. Entre autres, on peut le dire. Ouais. Je voudrais juste revenir, tu vois, on parle de quotas, de réglementation, de X bateaux. Derrière des chiffres, il y a des humains, entre autres, il y a toi, Christophe. Et qu'est-ce que ça donne humainement quand on est pêcheur ? Quand ça fait 3 semaines qu'on va en mer, qu'on pêche rien, en ce moment les bateaux sont dû rentrer avec 10 kilos de poissons, et qu'on a le bonheur de faire un coup de chalut et qu'on tombe sur une tonne de bar,
couper le cul le long du bord et on fait repartir. Sachant que c'est du poisson qui est à moitié mort. Donc on le rejette pour le tuer, pour donner à manger aux mouettes. Et allez expliquer à votre gars que ça fait 3 mois qu'il n'a pas eu un salaire, que sa femme elle hurle à la maison, que les gosses ils ont besoin de la dernière Nintendo ou du cahier à cahier pour aller à l'école, que vous ne pouvez pas et que vous venez de jeter 10 000 € de poisson le long du bar. Et il n'y a pas la tentation de temps en temps d'en choper et d'en vendre quand même? Enfin, je dis ça parce que... On a eu l'exemple sur Dunkerque, le fameux moratoire à Morue dont on parlait tout à l'heure. Sachant qu'à Trémaille, ils sont dedans, ils sont morts. Donc, la théorie voudrait qu'on les débarque et que ça parte en farine pour nourrir les poissons d'élevage à nos frais. Là, il faut peut-être arrêter. On ne gagne pas de sous, mais on en dépense. Et il y a un patron pêcheur à Dunkerque qui avait pêché une 50aine de kilos de morue. Donc nous, on a des journaux de pêche à déclarer, etc., au kilo près, sinon c'est 1 500 € d'amende par erreur. Donc il est rentré avec ses 50 kilos de poisson, de morue. Il a appelé les restaurants du cœur. Il a dit « Bonjour, j'ai pêché du poisson, je n'ai pas le droit de le pêcher ». Sachant que les gendarmes maritimes étaient tous les jours à la coopérative, ils ouvraient les coffres de voiture et ils contrôlaient si on n'avait pas fait des filets de poisson pour la maison, pour donner à manger à nos enfants. Il a appelé les restaurants du cœur en disant « Bonjour, j'ai 50 kilos de poisson tout frais, et les ouïes sont rouges, etc. Je ne peux pas les débarquer, je ne peux pas les vendre. Je voudrais faire plaisir aux gens qui ont faim. » C'est les gendarmes qui sont venus le chercher. Le procès, c'était 5 000 €. Voilà. Qu'on m'explique. On nous fait crever de faim, nous, et quand on veut aider les gens, on les fait crever de faim derrière. Donc voilà. Voilà où on en est actuellement, quoi. C'est quel constat, Nicolas? Qu'est-ce qui, à un moment, t'a fait changer de direction? Mon constat, c'était après 5 ans et demi de maraîchage en permaculture à côté de Lille, l'idée était de démarrer un projet qui va prendre du temps. C'était déjà d'éduquer une clientèle sur une vraie saisonnalité du poisson. Oui, c'est vrai qu'on le sait moins, on le sait avec les fruits et les légumes, mais par contre le poisson, comme on trouve du tataki de thon et du tartare de saumon tout le temps, on ne sait pas qu'il y a des saisons. C'est moins, quoi. On sait, le saumon, on sait tous que c'est un poisson d'élevage, que 90% c'est de la merde. Le thon, c'est généralement de l'albacore, c'est pêché en océan Indien avec des chocs thermiques, avec des zones de pêche qui sont à l'autre bout du monde. Et que c'est comme la crevette rose, ça vient de Madagascar. Alors je ne connais pas les chiffrages de crevettes bio, mais en même temps, crevettes bio à Madagascar ou aux Philippines, je pense que les normes du bio ne sont pas les mêmes. Donc l'idée était de mettre en place une poissonnerie, mais pas que. L'idée était aussi de mettre un bar à poissons et d'amener exactement comme le jardin, comme je l'ai dit, c'est-à-dire d'aller juste cueillir la mer et éventuellement y travailler comme un jardin, c'est-à-dire l'ensemencer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille, par exemple, la coquille Saint-Jacques, ça tourne. Les huîtres, ça tourne, les moules, ça tourne. À partir du moment où effectivement on puise dans des ressources et qu'on pêche sur des périodes où le poisson est en train de se reproduire, à un moment donné, on n'a plus de poisson. Alors le réchauffement climatique, c'est vrai, tout remonte parce que les poissons d'eau froide sont toujours plus goûteux. Il y a plus à manger dans des zones d'eau froide. D'accord. Et donc, à partir de là, le poisson, il remonte. C'est exactement le cas du thon rouge qu'on trouve maintenant ici. Et que, par exemple, sur les criées de Quiberon, ils en font c'est pratiquement l'unique et seule ressource. Le thon, il a une faculté à pouvoir vivre et à réguler sa température corporelle en fonction de l'eau extérieure. Donc, il a la possibilité de remonter et il remonte là où il y a à manger. Voilà, donc toi, tu as voulu mettre en place grosso modo comme un maraîcher bio, mais tu l'as fait avec le poisson, en respectant Exactement. les saisons, en travaillant avec des producteurs locaux. Oui. Et qu'est-ce qui, à un moment, t'a fait switcher? Pourquoi tu... C'était sorti Covid, restaurant, on était fermé pendant le Covid et qu'il fallait essayer de trouver des solutions pour être un magasin de première nécessité et que poissonnerie, il n'y en avait pas à Lille. Hormis Gambetta
derrière Oisem, et que je me suis dit, l'idée est quand même de mettre en place une poissonnerie, un bar à poissons dans l'avenir et un traiteur de la mer. Et essayer de travailler avec locaux, d'apprendre, parce que l'idée aussi pour moi est d'apprendre sur un domaine. Je suis depuis 13 ans dans le Nord, mais je suis originaire du Jura, et la mer de mon lieu natal, on y est loin, quoi. Et l'idée est vraiment encore de travailler des ressources locales, parce qu'elles sont là. De Lille, on est à 90 km de Dunkerque, on a moyen de trouver, du poisson et de pouvoir faire quelque chose avec une ressource qui est top. Mais je comprends et je me rends compte de l'alerte et du signal d'alerte que tous les professionnels de la mer, tous, annoncent et voient tous les jours au quotidien. Ouais. Ce type... Oui, vas-y. Non, mais je voulais conforter ce qui a été dit. Effectivement, en Bretagne, le poisson, chez les Bretons, c'est acquis, quoi. Enfin, c'est quelque chose dans la culture. Moi, je suis pas d'ici non plus, je suis plus bas. Mais c'est vrai que dans les Hauts-de-France, Dunkerque, Calais, Boulogne, la baie de Somme, ils vont manger du poisson. Mais dans les terres, effectivement, à Lille, il n'y a pas cette culture-là. Alors qu'en termes de ressources et de qualité des produits qu'on a sur le littoral, ils sont très bons. On a du homard, qui est pêché au niveau des caps. La coquille Saint-Jacques, l'exemple, à l'inverse de la sole, mais un exemple parfait de bonne gestion de la ressource. Ouais. C'est cette année encore, les débarquements ont été supérieurs à ceux de l'an dernier, parce qu'il y a une gestion de la ressource, il y a une fermeture qui va avoir lieu là, du 15 mai jusqu'au premier jour ouvré du mois d'octobre, où il est interdit. On a augmenté la taille des anneaux pour pêcher de la coquille plus grosse, donc les petites ailes restent au fond. Donc du coup, il part où votre poisson? Quoi? Juste au niveau de la coquille Saint-Jacques. Tu lèves le doigt. Excuse-moi d'information. Non, mais c'est juste pour dire, au niveau de la coquille Saint-Jacques, il y a une bonne gestion, mais c'est pas une gestion gouvernementale, c'est bien une gestion par les pêcheurs. Ah oui, c'est eux qui ont géré. Comme quoi, les pêcheurs, si on les laisse faire ce qu'ils disent, ils sont capables de se débrouiller par eux-mêmes. Il faut arrêter de venir avec le répressif. On fait ça pour vous défendre, mais en fait, c'est un gros coup de bâton dans le dos. Il faut des contrôles quand même. Je ne suis pas contre les contrôles. Tu viens à Dunkerque, quand il y a un contrôle de pêche, le gendarme, il a une tasse de café sur le tableau de bord. Il sait où sont rangés les papiers du bateau, il arrive, il nous laisse finir de virer notre filet. Tout le monde est arrangeant. On se tutoie, on se salue, on se dit bonjour. Il regarde même les CD de musique que j'écoute. J'ai même été en concert avec un gendarme, pour te dire. Je ne suis pas du tout contre la répression. Mais les coquilles Saint-Jacques, c'est les pêcheurs qui ont géré le truc, c'est les pêcheurs qui ont mis le truc en place. C'est eux qui ont agrandi les anneaux. La preuve, les Français l'ont fait, les Anglais ne l'ont pas fait. Oui. Et maintenant, quand les pêcheurs français viennent en disant « Oh, on a fait ça, il faut nous protéger par rapport aux Anglais parce que les Anglais viennent et pillent tout », on nous dit « Ah non, l'Europe, on ne peut pas ». C'est vrai que sur la pêche de la coquille Saint-Jacques, c'est une gestion des professionnels. C'est le comité national, comité Normandie, comité Hauts-de-France, les différentes organisations de producteurs. On se réunit tous les 15 jours pour dire le marché il est comment, on adapte, on a le droit de faire quoi. Et qu'il y a quelques années, c'était la guerre avec les Anglais parce que les professionnels s'interdisaient la pêche avant le premier jour ouvré du mois d'octobre. Et les Anglais, vu que c'était une réglementation nationale, ils n'étaient pas concernés, débarquaient en septembre. Et le Brexit, c'est quoi les conséquences du Brexit sur le secteur de la pêche? Ok. C'est compliqué. Ils ont récupéré la souveraineté de leurs eaux. Ils ont récupéré du coup les accès qui étaient des droits historiques qui étaient définis dans la politique commune des pêches. En gros, dans la politique commune, la politique européenne, tout ce qui est au-delà des 12 000 nautiques de la côte, c'est des eaux communautaires. Donc les Anglais ont bien voulu donner les licences au-delà des 12 000 nautiques dans leurs eaux. Si, on a plein de bateaux qui en ont eu. Mais dans les 6-12 000, là où il y avait des droits historiques, ça a été beaucoup plus compliqué. Il y a des bateaux qu'on n'arrivera jamais, on n'arrivera jamais à leur avoir la licence parce que pour justifier cette licence-là, il faut qu'ils aient travaillé au moins 4 ans entre 2012 et 2016 avec une preuve géolocalisée, satellite. Le problème, c'est que la plupart des bateaux dans les Hauts-de-France font moins de 12 mètres et que le suivi par satellite pour ces bateaux-là a été mis en place à partir de 2015. Donc on n'arrivera pas à prouver les 4 ans. Donc il y en a qu'on a réussi via d'autres systèmes de données qu'on a réussi à sauver. Il y en a, on bloque. Et donc ça veut dire que concrètement, les bateaux sont limités dans les endroits? Ça veut dire que dans le détroit, les bateaux ont perdu la moitié des zones de pêche. Ouais, et il y a un autre aspect aussi. Les bateaux français ne peuvent plus aller travailler en face. Quand on est à Boulogne, à 10 km, on est en Angleterre, on va dire.
Mais le problème, c'est que les eaux anglaises étaient européennes, donc tous les bateaux européens venaient travailler dans les eaux anglaises. Les Anglais, bah, normal, les Belges, les Hollandais, les Espagnols, les Portugais venaient. Maintenant, ils n'ont plus accès, ils vont où? Sur la petite bande qu'ils nous ont laissée. On n'a déjà plus un poisson à pêcher, et maintenant on se retrouve, c'est un embouteillage. Vous allez devant, bah, c'est pas compliqué, vous allez au bout des jetés à Boulogne, limite vous pouvez aller à pied en traversant les ponts de bateaux pour aller jusqu'en Angleterre, quoi. C'est l'effet de report d'efforts de pêche. Nous, on a réussi encore à justifier l'activité. Là, je crois qu'on est à 48 licences. Ils en ont attribué la semaine dernière. Les Néerlandais, ils n'arriveront jamais à justifier l'antériorité parce qu'ils n'étaient pas là entre 2012 et 2016. Donc forcément, ils viendront pêcher côté français. Est-ce que le métier est mort, selon toi, le métier de pêcheur, du moins dans cette région? Franchement, moi perso, mon bateau, je l'ai vendu. J'ai arrêté. Enfin, pour des raisons physiques et puis surtout par rapport à ça. Ma dernière marée, j'ai pêché 7 kilos de sol à 15 € le kilo et j'ai dépensé 500 litres de gasoil. Donc voilà le constat. Et la hausse des prix du carburant, j'imagine, a un effet... Bah, au bout d'un moment, le banquier, il en a marre de donner des sous pour faire beau sur la photo parce que j'ai un bateau, quoi. Donc le banquier, il n'y a pas d'autre solution, il faut vendre le bateau, il faut stopper, quoi. En ayant... il paraît que je ne suis pas feignant, je cumulais 3 emplois pour payer mon entreprise. Je travaillais 22 heures par jour. Et je me prenais juste 500 € pour payer mon loyer. Et je ne dis pas comment je mangeais. Voilà. Au bout d'un moment, on ne peut plus, quoi. Est-ce que, alors, on a vu que dans le, enfin, on a vu, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas la culture du poisson, de la poissonnerie dans les Hauts-de-France, là où en Bretagne, c'est une évidence. Est-ce qu'un changement de mentalité, des circuits plus courts, des restaurateurs avec qui vous travaillez directement, ça pourrait être un semblant de solution? Sur le plan local, oui, ça commence à se mettre en place. J'ai eu un restaurateur qui va s'implanter sur Dunkerque, qui a demandé à travailler avec moi. Non, mais en fait, il faut que je vous raconte la scène parce que c'est beaucoup plus rigolo que ça. Il me raconte ça ce matin. Et puis on sort et je dis, ah bah, tu vois, le Fritz Code devant, c'est Florent Ladeigne. Il me dit, oh, bah, c'est lui qui m'a appelé. Du coup, je dis, bah, je vais vous présenter. Et donc, je dois te ramener tout à l'heure au Fritz Code pour qu'ils continuent leur discussion circuit court. Ouais, donc, et je te laisse à ça aussi, omnivore. Ouais, voilà. J'ai bien aimé sa démarche parce que on a des restaurateurs spécialisés dans le poisson. C'est comme tu disais tout à l'heure, c'est du saumon, c'est du bidule, c'est du machin. Et lui, sa démarche, elle est totalement inversée en fait. Il est venu, il m'a dit, je connais rien à la pêche à Dunkerque. On pêche quoi à Dunkerque et quand? Et en fait, il m'a expliqué qu'il n'avait pas une carte type dans son restaurant et qu'il voulait travailler. Il a passé avec moi parce que j'ai travaillé aussi dans les moules, donc je voulais lui présenter le producteur de moules sur Dunkerque. Et il veut vendre à la carte du jour le produit du jour. Ce qui est en fait logique. C'est normal. C'est normal. Mais je ne connaissais pas ton prénom. Christophe. Voilà. Donc Christophe, je ne le connaissais pas avant d'arriver ici. Quand j'ai démarré le Poisson Roux, je suis allé voir Hugo à Petit-Fort-Philippe, qui faisait du bar de ligne, qui venait de reprendre un bateau d'un ancien pêcheur et qui effectivement m'a annoncé qu'il a commencé la campagne du bar et que ça fait 3 fois qu'il part en mer et qu'il n'y a rien. Mais ça, c'est une question de saison. Encore une fois, hein, c'est une question de saison, c'est une question d'être là au bon moment, au bon endroit. Voilà. Et effectivement, je me suis mis à travailler avec lui déjà l'année dernière. C'était sa première saison l'année dernière. Je les vois et je le voyais en direct la débarque de ce qu'il y avait en termes de produits. C'est Petit-Fort-Philippe. Je prends que ce qu'il a et après je vends. Et après, tout mon discours est d'expliquer aux gens qu'il n'y a que ça, pourquoi il n'y a que ça, et puis en même temps reconnaître qu'on a un produit extraordinaire et que la source, elle n'est pas inépuisable. On peut faire du local, on peut faire, si on n'a pas le maillon 1 du pêcheur et en même temps du produit à la base, on peut être ultra local, on n'a rien. Donc il y a tout un métier, toute une connaissance
à amener aux gens, aux écoles hôtelières. Oui, tu as vraiment consommateurs, l'impression de devoir faire de l'éducation permanente sur ce sujet, Ouais, enfin, qui est un sujet que ouais. toi-même, à un moment, tu as découvert, et c'est sûr que enfin, même quand on s'intéresse à la nourriture, enfin, comme moi, c'est pas, ça fait pas Ma partie de démarche, notre culture tout à l'heure, je générale. l'expliquais, c'est ma démarche, après 5 ans et demi de maraîchage que je continue. L'idée était de travailler de la même manière, ou essayer de travailler de la même manière les produits de la mer, et d'aller apprendre ce que c'est la mer, avec ses contraintes, la rigueur et l'exigence qu'on doit avoir pour aller en mer, les difficultés, parce que là aujourd'hui il fait 17 degrés, il fait beau, mais bon, en plein hiver, on rigole pas, quoi. Donc c'est des métiers dangereux, et en même temps, au bout, on a tout et n'importe quoi qui arrive aujourd'hui par le biais de la grande distribution, par le biais d'habitudes de consommation qui sont faussées. Pourquoi est-ce que dans le Nord, les gens sont super fiers du maroilles, mais ne savent pas qu'il y a du poisson? Pourquoi cette culture-là, elle n'est pas arrivée, alors que la culture du fromage, la culture de plein de produits locaux, il y a un côté un peu chauvin en France? Non, par rapport à la nourriture. La côte consomme du poisson. Hein. La côte consomme du poisson, mais la côte, il n'y a pas non plus énormément de kilomètres de côte, et il n'y a que quelques ports de pêche, parce que est-ce qu'on peut dire encore que Tréport, c'est encore le Nord-Pas-de-Calais? On est déjà dans la Somme. Hein. Oui, mais c'est les Hauts-de-France. C'est les Hauts-de-France. Non, le C'est les Tréport, Hauts-de-France. c'est de l'autre côté, Ouais. côté, c'est la Normandie, mais ils débarquent au Tréport parce qu'en baie de Somme, ça c'est ensablé, les bateaux ne peuvent plus aller jusqu'au Crotoy ou à Saint-Valery donc ils vont débarquer au Tréport. Et pour répondre à la question, j'ai pas la réponse. Je sais pas encore. Je sais pas pourquoi il y avait les 10 dernières années, il n'y avait qu'il y avait qu'une seule poissonnerie dans le Vieux-Lait. Oui, ça m'a. Enfin, Voilà. il y en a plus Et à Bruxelles, quoi. Et je peux te dire qu'à Bruxelles, on pêche peu. Ouais, Ouais, c'est pas ça. j'ai pas encore la réponse. Et toi, ton rôle social en tant que chef, et en tant que chef connu aussi, enfin, je veux dire. Je sais pas, Si. je Bah, si. sais pas. Non, mais après, mon rôle social, je sais pas, c'est fort comme question, ça. Je te mets la pression. Hein. Non, Mais non, mais parce que c'est un peu le rôle que tu as embrassé, tu vois, en disant la manière de consommer va pas, je propose quelque chose d'autre, et en plus, tu expliques aux gens et tu les éduques et tu leur expliques pourquoi ils n'ont pas de tataki de thon toute l'année. C'est un rôle social. Oui, alors c'est l'intérêt, encore une fois, il était comme dans le légume, j'ai exactement fait la même parallèle. C'est encore une fois d'apporter un message positif, d'expliquer que oui, on se doit aujourd'hui, et que c'est très bien d'un point de vue sanitaire et alimentaire de manger du poisson, et en même temps de faire vivre et d'avoir des liens humains avec la région. Que ce soit à la fois d'un côté consommateur, d'un côté pêcheur, à la fois un côté producteur, s'il y a des gens qui produisent, ou des gens qui aussi, parce que dans la pêche, il y a plein de métiers qui interviennent dans la pêche. Donc c'est aussi d'expliquer en apprenant, parce que mon métier, je l'apprendrai jusqu'à la fin de mes jours, et c'est d'essayer d'apprendre encore et de puiser sur... Ce qui est important dans tout ça, c'est l'humain. C'est la mer et l'humain. Voilà. Alors, comment on peut éduquer non, parce que j'aime pas le côté éduquer le consommateur. C'est comme si le consommateur était un grand débile. C'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire passer comme message au consommateur? Comment, à une échelle ultra locale, qui est ma petite personne, je peux agir concrètement, consommer intelligemment? À quoi il faut faire attention? Il y a un programme qui existe là-dessus qui est porté par Nausicaa, c'est Mr Goodfish, qui vise à mettre en avant justement la saisonnalité des espèces, façade par façade. Là, d'ailleurs, je devais être avec eux ce matin, je suis venu ici. Et pour décider pour les mois de juin, juillet, août, quelles espèces sur la façade Manchès, mer du Nord sont à consommer parce que l'espèce est en bonne santé, parce que ce ne sera pas la période de reproduction. Et donc, ils établissent comme ça des listes d'espèces par façade qui sont diffusées auprès des restaurateurs, des poissonneries et également des centrales de distribution. Nous, au niveau du comité des pêches, on a porté aussi un projet pour valoriser les points de vente directs, les aubettes, qu'on trouve à Dunkerque, Calais, Boulogne, Étaples et le Crotoy. Parce que justement, on s'est rendu compte avec le Covid que la vente directe, c'était quelque chose qui était demandé, mais
effectivement, sur le littoral, c'est connu, mais on voulait faire un rayonnement un peu plus régional. Donc, de montrer que sur le quai Gambetta à Boulogne, il y a un mélange entre poissonniers et pêcheurs, mais les pêcheurs, ce qu'ils vendent, s'ils proposent qu'une seule espèce ce jour-là, c'est parce qu'ils ont pêché ça aujourd'hui, et que le poissonnier à côté, s'il pêche du saumon, c'est que c'est un poissonnier, et c'est pas le même métier. Et donc, de valoriser cette partie-là, et aussi de faire connaître un peu plus à l'échelle de la région cette particularité du littoral. Tu disais, Christophe, que la vente directe, c'est aussi aller livrer des aubettes, aller livrer des restaurants. C'est à la fois une solution, mais ça t'impose une deuxième, voire une troisième journée de travail. Oui, parce que nous, avant, on s'embêtait pas, entre guillemets, on avait fait notre journée de mer, après on avait notre journée administrative, mais le poisson était débarqué à la coopérative. La vente était gérée par la coopérative, etc. Donc c'était un soulagement pour nous. Maintenant, moi je rentre de mer, bon, je dois travailler mon poisson, etc. Je dois aller le livrer, soit à Boulogne, soit à Newport. Après ça, j'ai encore ma journée administrative. Donc après ça, j'ai encore ma journée administrative. Ça fait 3 journées de boulot pour le patron. Et moi, quand j'ai acheté mon bateau, mon banquier m'a demandé un prévisionnel avec ce que j'avais l'intention de faire, ce que j'avais l'intention de pêcher, comment je voyais mes journées. J'ai jamais dit je fais livreur de poissons. Donc c'est toutes des contraintes qui se rajoutent, et franchement, ça devient plus vivable. Il y a un équilibre délicat entre pas trop d'intermédiaires, mais un petit peu aussi, sinon ça devient invivable pour les pêcheurs. Et je pense qu'il y a peut-être une chose, et ça c'est peut-être vous qui devrez le développer. Quand on prend un passager à bord d'un bateau, quelqu'un, à chaque fois que je dis je suis pêcheur, tout le monde dit ouais, je voudrais bien venir faire une marée avec toi. C'est un casse-tête administratif. Parce que automatiquement, l'administration, pêcheur égale voleur, pêcheur c'est un truand, donc le mec qui vient pas pour voir le métier, il vient pour travailler au black. Mais si les restaurateurs, ils viennent vers nous pour faire l'effort de dire c'est quoi le poisson de la saison, c'est quoi le poisson du moment, il y en a même qui nous demandent des recettes. Il y a des gens aux aubettes qui nous demandent des recettes, etc. Parce qu'on a pas mal de restaurateurs qui viennent chercher le poisson aux aubettes. Mais ces restaurateurs-là, ils sont intéressés à venir sur les bateaux, venir une journée. Et tu peux pas. Ils passent la moitié à genoux sur le pont en train de vomir, mais ils s'en foutent. Ils sont capables de dire aux mecs qui mangent dans l'assiette, le poisson, je ne l'ai pas pêché, mais j'ai vu comment on fait. Ouais, j'ai vomi dessus. Non, ça, il est frais. La sauce, on va éviter l'origine. Mais il y a peut-être une démarche aussi à faire au niveau de l'administratif, nous simplifier, parce que tu me demandes de venir avec sur le bateau, je te dis oui, tu peux venir. Donc on choisit une date, il y a entre 3 et 4 semaines de délai, mais ça sera quoi la météo dans 3-4 semaines? Est-ce que toi tu ne seras pas appelé ailleurs entre deux? Par contre, si tu me dis, tiens, demain je suis dispo, regarde, c'est tout beau temps, comme il disait, il y a 17 degrés, il n'y a pas un pet dehors, nickel, je viens. Mais là, tu n'as pas l'autorisation parce que tu n'es pas dans les temps. Non, tu ne peux pas, ou alors tu viens, je te cache. Donc tu ne viendras pas. Donc l'expérience ne sera pas bonne pour toi, ni pour moi. Donc il y a peut-être aussi quelque chose à faire là-dessus pour que, si on avait plus de facilité à embarquer des gens en marée découverte, qu'on appelle, peut-être que les restaurateurs y viendraient plus et seraient plus amènes de valoriser nos produits aussi. Alors, je vais arrêter de dire rôle social parce que je sens que ça te met la pression. Le rôle que peuvent jouer les restaurateurs, c'est s'éduquer un peu sur le poisson. Toi, tu as dû t'éduquer, tu n'as pas appris ça à l'école hôtelière. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'élèves de l'école hôtelière aujourd'hui. Oh, une petite main. Bonjour mon petit chat, nous allons t'apprendre des choses alors. 2, 3 mains, magnifique. Veux-tu parler à ces 3 personnes ? Oui, après, il y aura, c'est l'avenir. De toute façon, ce sont le présent et le futur de la restauration. L'idée est d'essayer de tourner un maximum parce que de toute façon, aujourd'hui, partout en France, on a pris des virages à 180 degrés sur du locavore, partout en France. J'ai démarré un projet, par exemple, au Pays Basque, là, il y a 10 jours. Je suis allé à la criée de Saint-Jean-de-Luz. Je suis allé à Guétaria, ça c'est juste à côté de Saint-Sébastien, où effectivement j'apprends de nouveau savoir quelles sont les espèces locales sur le merlu, le thon rouge, le sard, le bar tigré. Et donc là aussi c'est de la connaissance, mais en école hôtelière il faut toujours être curieux et apprendre toute sa vie
Donc ça veut donc dire que la première chose à faire en école hôtelière, c'est pas forcément de tenir un couteau, c'est surtout de savoir qu'est-ce que c'est véritablement du sel, d'où il vient, qu'est-ce que c'est le poivre, d'où il vient, qu'est-ce que c'est le poisson, d'où il vient, comment on fait du beurre, comment on fait de la crème, comment on fait du lait, pour avoir cette connaissance et cette ouverture d'esprit et cette expérience qui ensuite nous permet de cuisiner. Et ce switch-là, dans les écoles hôtelières, il s'est pas encore fait? Je sais pas, ça fait trop longtemps, j'ai 50 ans, ça fait trop longtemps que je suis pas allé à l'école hôtelière. Je sais pas, je sais pas. Mais c'est vrai que la connaissance et la curiosité dans le monde de la restauration, il est ultra important. Et ce que disait Christophe, c'est que c'est quand même un frein, parce qu'emmener des gens en mer pour leur expliquer la complexité, c'est un bon pôle. Et c'est plutôt d'ailleurs positif, parce que depuis 40 minutes, on dit des choses quand même qui sont assez dures. Il y a un constat, hein, il est là, mais d'apprendre la mer à tous les gens qui sont curieux de l'apprendre, ça serait déjà super intéressant. Ouais. Et ça ferait beaucoup avancer les mentalités, je le pense. Hein. Christophe, à des personnes qui sont en apprentissage, à des personnes qui seront les acteurs de la restauration de demain, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ou quelle piste tu proposerais? C'est ce que je disais tout à l'heure, acheter le poisson du moment, à l'endroit, enfin local, quoi, je veux dire. Qu'on arrête de vouloir manger du hareng quand c'est la saison de la sole et qu'on arrête de vouloir manger du turbo quand c'est la saison du merlan, etc. Il y a plein de poissons qu'on pêche qui sont pas beaux physiquement, mais qui sont super bons. Qui sont pas beaux physiquement. Bah non, je vais te mettre un taco devant toi, tu vas dire c'est quoi cette espèce de Nemo avec des yeux qui ont explosé. Mais moi je suis pas un bon exemple. Moi, non. Je suis une poubelle de table, je mange toutes ces. Le taco, c'est le poisson le plus horrible du monde. On dirait les espèces de gros poissons rouges tout noirs là, avec des gros yeux là. Mais oui, je vois. Et ben, c'est dégueulasse. Franchement, les gens ils regardent ça en disant moi je trouve ça touchant. J'ai beaucoup de pitié pour ce poisson. Je te le fais enfiler dans un œuf, de la chapelure, un peu de beurre. Ah ben, ça va se taper. Enfin, c'est désolé, ça va se taper le cul par terre. Il y a aussi un déficit d'apprentissage sur le rien, poisson, hein. Comment travailler le poisson, comment. C'est vrai que d'un point de vue technique, les ressources baissent, donc il est temps aussi d'aller pêcher, d'aller cuisiner ce qu'il y a en quantité. Alors, je pense que ça doit être ultra contrôlé, parce que pour un certain nombre d'espèces aujourd'hui qui sont à travers le monde, je parle pas localement, mais un nombre important d'espèces sont également en surpêche parce qu'il n'y a plus rien, donc on pêche autre chose. C'est par exemple pour le béric, pour l'empereur, des choses comme ça, des poissons, des espèces comme ça qui sont ultra pêchés. Et où est-ce qu'on les trouve? On les trouve dans la GD déjà préparés, parce que de toute façon il n'y a plus rien d'autre. Donc ça nécessite aussi, en tant que aussi, qu'opérateur final, de la souplesse, un apprentissage en continu, pour pouvoir apprendre. Et un lien avec les pêcheurs, en disant s'ils avaient cette liberté-là de dire je n'ai rien rejeté de mort à la mer. Ouais. Non, mais on se rend compte qu'on est en train on pêche pour certaines espèces et que tout le reste, tout ce qui est dans le filet, part à la mer mort. Ça va durer combien de temps? C'est quand même hallucinant, ça. Ouais, t'as entièrement raison là-dessus. Ouais. Tu confirmes? Oui, non, le contexte réglementaire, c'est le bar, je reprends l'exemple du bar, c'est ce qui était dit tout à l'heure, les chalutiers, des fois, sans chercher le bar, ils font leur métier, ils pêchent, il y a un banc de bar qui passe ici, il attrape. Ils doivent garder ses 180 kilos, le reste ils le rejettent, et une fois qu'il est sorti de l'eau, il est mort. Même s'il fait la taille commerciale, ils n'ont pas le droit de débarquer, d'un point de vue réglementaire. On a eu le cas dans les années 2000 avec le cabillaud, c'était exactement pareil. Tu disais, Christophe, que les scientifiques qui participent à créer les législations européennes, tu disais, mais en fait, ils devraient bosser pour nous. J'ai l'impression qu'ils bossent contre nous, que ces mecs n'ont jamais foutu un pied sur un bateau et que les législations ont 6 mois, 1 an, 2 ans de retard sur la réalité et qu'elles ne correspondent absolument pas à la réalité du terrain. Oui, c'est entièrement ça. Tu parlais des cabiots. Nous, sur Dunkerque, on a une tradition, on a une toute petite zone de pêche qui pêche 2 semaines par an. On pêche entre 1,5 tonne et 3 tonnes de cabiots par jour.
Et ils sont arrivés et ils nous ont dit, il n'y a plus de morue en mer. Bah si, on a les journaux de pêche, on les pêche. Là, regardez. Janvier 2000, janvier 2001, janvier 2002, ils sont là, les ressources sont là, on les a pêchées. Il y a bien une feuille qui part pour les scientifiques dans le journal de pêche. Ils ont dit non, il n'y en a plus, donc on va faire un moratoire pour voir pendant un an ce que ça donne, et dans un an, on verra ce que ça donne. Arrivé au mois de décembre, les super zéros de la Communauté européenne, le petit sous-paterne là, pour les quotas, ils ont dit il n'y a pas une morue de pêcher cette année dans les Hauts-de-France. Ah non, couillon, tu nous as fait un moratoire. Il n'y a pas eu de morue de pêcher, on va baisser les quotas. Voilà. Donc moi je suis désolé, mais le scientifique, il ne travaille pas pour moi, il travaille contre moi. Après, il y a un décalage toujours entre ce qu'observent les scientifiques et ce qu'observent les pêcheurs. Et puis, je ne pense pas que les scientifiques travaillent contre les pêcheurs, mais je dirais qu'il y a une approche de précaution au niveau de la Commission européenne qui est assez exacerbée. Et qui, du coup, je reviens toujours sur le cas du bar, mais je peux prendre le cas de la raie brunette. J'aime beaucoup la manière dont tu tricotes un petit pull de mohair tout doux autour de... Je dirais que la raie brunette en Normandie ou dans le golfe de Gascogne, ils ont sorti une interdiction. Les pêcheurs, pendant 10 ans, ont montré qu'elle était là en abondance. Et donc, la Commission a mis 10 ans à ressortir un tout petit quota. Elle est venue de où, l'interdiction de la raie brunette? J'étais pas encore là. D'une erreur d'un scientifique. Il s'est trompé de nom. C'était pas la raie brunette, c'était la raie bouclée. Résultat, on empêchait à chier les raies. Plouf. Il y a eu 10 ans d'études pour montrer qu'elle était là en abondance. Et on est arrivé nous, on n'est pas trop concernés, c'est plus les Normands. Ils sont arrivés à un tout petit quota de quelques centaines de tonnes. Par contre, je voulais juste revenir sur parce qu'on parle des crises. Alors, c'est vrai qu'on a eu la crise sur la sole à Dunkerque. On a eu la crise Covid, la crise Brexit, la crise gasoil. Il y a quand même des secteurs, il faut l'avouer, qui marchent bien. On parlait de la coquille Saint-Jacques. C'est bien géré, il y a du marché, ça tient bien. La pêche à pied, on n'en parle pas, mais la pêche à pied dans les Hauts-de-France, c'est quand même 400 pêcheurs à pied qui vont pêcher, donc je disais, des coques, des moules, des végétaux marins. Le gisement de coque en baie de Somme, c'est la 4e année qui donne ce qu'on n'a jamais vu avant. C'est bien géré également, on ouvre, on travaille avec le GEMEL, qui est un bureau d'études de baie de Somme, qui fait une évaluation de la ressource. Il y a des commissions d'ouverture de gisement. C'est comme pour la coquille Saint-Jacques. Coque et coquille Saint-Jacques, c'est pareil. C'est des pêcheurs, l'État et les scientifiques. On regarde l'évaluation de la ressource. On peut ouvrir de telle période, tel quota. On a 2 gardes jurés qui contrôlent tous les pêcheurs le matin quand ils descendent et quand ils remontent. Et c'est un exemple de ressources qui est bien géré, qui marche bien et qui est des Hauts-de-France, qui est de la baie de Somme, qui est historique d'ici. Hyper gentil de me trouver une conclusion positive parce que parce que c'était un peu négatif. Ouais, mais d'un côté, quand c'est la merde, c'est la merde. Tu vois, on va pas non plus faire semblant. Après, il faut faire confiance aux ressources naturelles. Je pense qu'il y a vraiment la mer a des capacités de dingue à pouvoir avoir de nouveau des ressources. C'est juste qu'il faut aujourd'hui avoir une vraie prise de conscience et travailler entre le législatif et puis le pêcheur. Et en même temps travailler avec beaucoup d'observations et faire avancer les mentalités. La mer, il ne faut pas la sous-estimer, mais en même temps, il faut juste la respecter. D'où le nom de ce talk. Je vous rappelle que c'est pas moi qui l'ai choisi. Nick Patamer. C'est Audrey, je crois. C'est Audrey. Ouais. Audrey. Je crois que c'est Audrey. Si, c'est Audrey. Je vous présente Audrey qui a appelé ce talk Nick Patamer. Merci beaucoup à tous les 3 d'être venus. Merci à vous d'avoir assisté. Merci à vous tous. Merci beaucoup.